Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc attaquons le problème de la loi inverse, la loi avec le carré inverse de la distance et la masse du photon. Alors, depuis Cavendish et Coulomb, on sait que la loi de force électrostatique dépend du carré inverse de la distance. Donc la force électrostatique est proportionnelle à 1 sur r carré, où r qui est la distance qui sépare les charges. Associé au théorème de Gauss et au théorème de la divergence, cette dépendance permet d'ailleurs de déduire la première des équations de Maxwell. Les expériences originelles avaient une précision de seulement quelques pourcents et furent en outre menées à l'échelle du laboratoire, donc sur des distances relativement modestes. Des expériences plus précises, impliquant des échelles de longueur variées, ont depuis été conduites. De nos jours, les thèses de cette loi du carré inverse se présentent sous deux formes équivalentes suivantes. Premièrement, on suppose que la force varie comme 1 sur R exposant 2 plus un petit epsilon. Et on cherche par expérimentation une valeur ou une limite pour la valeur de epsilon. Deuxième possibilité, on suppose que le potentiel électrique est de type Yukawa, qui est emblématique des phénomènes quantiques, c'est-à-dire de la forme E exposant moins mu R, donc le potentiel moins mu R sur R. Idéalement, si mu valait 0, on obtiendrait un potentiel en 1 sur R, c'est-à-dire une force en 1 sur R carré. Et donc on cherche une valeur ou une limite pour mu, donc ici epsilon, et ici pour mu, ou pour mu exposant moins 1. Comme on montre en mécanique quantique, en physique quantique, que mu est égal à m gamma fois c sur h bar, constante de Planck divisée par 2pi, où m gamma est censé être la masse du photon, ce test est parfois fondé en termes de formulé en termes de limite supérieure sur m gamma, sur la masse du photon. Les expériences de laboratoire donnent habituellement epsilon et éventuellement parfois mu ou m gamma. Et les expériences géomagnétiques donnent mu ou m gamma. En 1972, en 1772, l'expérience originelle de Cavendish sur des sphères concentriques donna epsilon inférieur à 0,02. Un siècle plus tard, Maxwell réalisa à Cambridge une expérience très semblable, plus précise, qui donna epsilon inférieur à 5 fois 10 exposant moins 5, ce qui est déjà une assez petite valeur. Deux autres expériences méritent d'être signalées. Celle de Plimpton et Carter repose sur le théorème de Gauss. Et elle donne epsilon égale 2 fois inférieur à 2 fois 10 exposant moins 9. Vraiment très petit, 2 milliardièmes. Et celle
plus récente de Williams, Fowler et Hills, bien que non statique, ce n'est pas d'électrostatique, on travaille avec une fréquence de 4 MHz, c'est-à-dire une fréquence de 4 fois 10 exposant 6 Hz, mais c'est aussi une bonne expérience parce qu'elle vérifie alors la validité dans une autre gamme de fréquences. Mais en dehors de ça, leur expérience est fondamentalement très semblable à celle de Cavendish. Celui-ci, Cavendish, rechercha la charge électrique déposée sur la sphère intérieure, donc il utilisait une sphère intérieure et des portions de sphère pour pouvoir accéder à la sphère inférieure, donc entourant la sphère intérieure. Et il recherchait la présence de charge électrique sur la sphère intérieure après que celle-ci a été mise en contact avec la sphère chargée électriquement extérieure. Et il ne trouva aucune charge, comme le dit la théorie de l'électromagnétisme. Évidemment, à l'époque, on ne la connaissait pas encore, c'est des expériences fondamentales au départ. Williams, Fowler et Hill recherchèrent une différence de potentiel entre deux coques concentriques lorsque la coque externe est soumise à une tension alternative d'environ, de plus ou moins 10 000 volts par rapport au sol. La sensibilité de leur appareil, de leur dispositif, leur permettait de détecter une différence de potentiel inférieure à 10 exposant moins 12 volts. Très très sensible, avec un amplificateur opérationnel et des dispositifs de mesure très précis. Le résultat négatif qui a été obtenu, interprété à l'aide des équations de Broca, on en reparlera, donna alors epsilon égale 2,7 plus ou moins 3,1, donc compatible avec 0, fois 10 exposant moins 16. Cette fois-ci, c'est vraiment très, 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 très petit. Les meilleures limites actuelles sur epsilon, ou de manière équivalente sur la masse du photon, sont fournies par les mesures du champ magnétique terrestre, tant à la surface de la Terre qu'en altitude via l'observation par satellite. Ces expériences ont par exemple été analysées par Kozyrev et Okun, ainsi que par Goldhaber et Nieto. Les mesures de surface du champ magnétique terrestre donnent pratiquement la meilleure valeur, à savoir une masse du photon inférieure avec 4 fois 10 moins 5 exposant 51, 4, 10 exposant moins 51 kilos. C'est une masse vraiment, vraiment infime. La masse du photon est supposée nulle, en tout cas inférieure à cette infime valeur, et ça correspond aussi à mu moins 1 supérieur à 18 mètres, c'est-à-dire 100 000. 100 millions, pardon. Alors, à titre de comparaison, pour voir à quel point c'est petit, la masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 exposant moins 31 kg. C'est-à-dire que le photon est
100 milliards de fois moins massif que l'électron, ou de masse nulle. L'expérience de William, Fowler et Hill a donné M gamma inférieur à 1,6 fois 10 moins 50. Ce qui est presque aussi bon que l'autre. C'est une valeur plus grande d'un facteur 4 environ seulement par rapport à la limite géomagnétique. Voilà qui montre donc bien que la loi en carré inverse et la masse nulle du photon supposé, c'est avec une très très grande précision. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.